Bien, en ce qui concerne les changements climatiques aux grandes échelles de temps, on va s'intéresser ici à la période du Permo-Carbonifère, donc qui s'étale entre moins 350 millions d'années environ et 250 millions d'années. Cette période qui couvre à peu près 100 millions d'années, on est donc bien à des grandes échelles de temps, correspond à une période froide. On a déterminé que la température moyenne à la surface de la Terre était d'environ 12 degrés Celsius. On va donc s'intéresser aux causes, aux facteurs qui sont responsables de cette température de 12 degrés. Et si on compare cette température d'ailleurs à celle qui règne actuellement dans le Quaternaire, on est à peu près dans les mêmes températures environ. Donc on a à peu près les mêmes conditions finalement, c'est-à-dire qu'on est globalement aussi actuellement dans une période froide. Vous avez sur cette diapositive la reconstitution des paléoclimats au Permo-Carbonifère qui ont été établis grâce à l'étude de roches sédimentaires, conditions de formation, et également grâce à l'étude donc de fossiles. On a donc établi au Permo-Carbonifère différentes aires climatiques, polaires, tempérées, arides, tropicales. On a estimé également la teneur en dioxyde de carbone au cours des 600 derniers millions d'années. Alors on s'intéresse au dioxyde de carbone parce que, vous savez, c'est un gaz à effet de serre qui va donc intervenir dans les températures globales au niveau donc de la Terre et donc des aires climatiques. Alors, on a calculé un rapport, le rapport entre la teneur passée en dioxyde de carbone sur la teneur actuelle en dioxyde de carbone. Et on a mis en relation, bien sûr, cette teneur, ce rapport du CO2 avec la température. Plus le rapport RCO2 sera élevé, plus on peut estimer que la température moyenne de surface sur la Terre était donc élevée. Actuellement, on a un rapport bien sûr de 1 et on a actuellement une température moyenne globale à la surface de la Terre de 15 degrés. Il y a à peu près 300 millions d'années, ce qui correspond à la période du Permo-Carbonifère, et ce rapport était égal grosso modo à 1, donc comme actuellement, alors que par exemple il y a moins 100 millions d'années, on a établi que ce rapport était plus élevé, atteignait un rapport de 5, donc 5 fois plus de dioxyde de carbone donc dans l'atmosphère. Un rapport de 1 équivaut à des températures donc de l'ordre de 12-15 degrés. 5 fois plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère correspond à des températures de l'ordre de 23 degrés. Donc au cours des temps géologiques, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a eu de fortes variations en ce qui concerne la teneur en dioxyde de carbone donc, dans l'atmosphère, et donc des variations en ce qui concerne l'effet de serre. Alors le problème bien sûr c'est de comment expliquer sur de longues périodes de temps les variations de la teneur en dioxyde de carbone de l'atmosphère au Permo-Carbonifère. Alors à cela bien sûr il y a en fait plusieurs facteurs comme nous allons le voir tout de suite. Au Permo-Carbonifère, donc une température de l'ordre de 12 degrés, ce qui correspond à une diminution de la teneur en dioxyde de carbone pendant cette période. Comment expliquer cette diminution ? Alors, un premier facteur qui va intervenir, c'est le piégeage de carbone organique. Piégeage de carbone organique qui a varié au cours des temps géologiques, comme on peut le constater sur ce graphique. Le piégeage de ce carbone organique est estimé ici en 10 puissance 18 mol par million d'années. On peut le comparer par exemple au piégeage actuel qui est de l'ordre de 5, presque 6, 10 puissance 18 mol par million d'années. Ces calculs ont été effectués notamment sur la base de la quantité de gisements notamment de charbon que l'on a pu dater et qui se sont formés au cours des temps géologiques. Ce que l'on peut constater, c'est que pendant la période de ce Permo-Carbonifère, aux alentours de moins 300 millions d'années, eh bien le piégeage de carbone organique a été particulièrement important. Particulièrement important, ce qui dénote donc la formation massive de charbon à cette époque. Et si le carbone organique est
piégé pour former donc du charbon, c'est-à-dire qu'il y a de grandes quantités de matière organique issue de végétaux, par exemple, qui a échappé finalement à la minéralisation. Lorsque la matière organique échappe à la minéralisation, cela signifie que cette matière organique n'a pas été consommée par des organismes décomposeurs. Le carbone n'est donc pas transformé en carbone minéral que l'on trouve bien sûr dans le dioxyde de carbone. Ce qui signifie que pendant cette période-là, puisque le carbone a été stocké, piégé dans la matière organique, il n'y a pas eu de restitution finalement de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ce qui a entraîné une diminution du CO2 atmosphérique et donc une diminution de gaz à effet de serre, ce qui peut engendrer donc ce qui engendre de toute façon un refroidissement. Un deuxième facteur qu'on a tendance à oublier, qui va intervenir, qui va interférer sur le cycle du carbone et notamment la teneur en dioxyde de carbone dans l'atmosphère, c'est l'altération des continents. Or, au Permo-Carbonifère, il y a une collision entre plusieurs continents qui a provoqué la formation d'une chaîne de montagnes, qui est la chaîne hercynienne, qui est une immense chaîne, encore plus importante que par exemple la chaîne himalayenne actuelle. Et cette chaîne va être soumise à une érosion particulièrement importante. Et on va voir que l'altération des chaînes de cette chaîne hercynienne va engendrer une diminution de la teneur en dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Alors, l'érosion de la chaîne hercynienne va correspondre bien sûr à une fragmentation mécanique, je dirais, des roches, mais également une altération qui va se faire sous l'effet de l'eau. Donc on assiste en fait à une véritable hydrolyse des minéraux des roches de la croûte continentale. Si on prend par exemple l'altération d'un feldspath calcique de formule CaAl2SI2O8 en présence d'eau, on consomme du dioxyde de carbone. Ici, pour une mole de feldspath calcique, il y a une consommation de 2 moles de dioxyde de carbone, ce qui va aboutir à la formation de 2 ions hydrogénocarbonate et d'un ion calcium. Si on prend également l'altération d'un autre minéral, par exemple un pyroxène calcique, on aboutira aussi à la formation d'ions hydrogénocarbonate et calcium avec une consommation de 2 moles de dioxyde de carbone. Donc l'altération de minéraux silicatés calciques consomme du dioxyde de carbone, permettent la formation donc d'ions hydrogénocarbonate et d'ions calcium. Les cours d'eau emportent les ions vers les océans, ils vont précipiter. Et si on fait l'équation bilan de cette précipitation, on aura donc 2 moles d'hydrogénocarbonate de calcium avec 1 mole de calcium, enfin d'ion calcium. On aboutit à la formation de carbonate de calcium, CaCO3, et à la libération donc d'une mole de dioxyde de carbone. Donc, si on fait le bilan de l'hydrolyse d'une mole de feldspath calcique, on constate qu'on consomme donc 2 moles de dioxyde de carbone. La précipitation de carbonate de calcium produit 1 mole de dioxyde de carbone. En bilan, on constate que finalement l'hydrolyse d'une mole de feldspath calcique consommera au total finalement 1 mole de dioxyde de carbone. En ce qui concerne maintenant l'hydrolyse d'une mole de pyroxène calcique, eh bien, on constate aussi que l'hydrolyse d'une mole de ce pyroxène va consommer 2 moles de dioxyde de carbone. La précipitation des carbonates va toujours produire donc 1 mole de CO2 et en bilan, on aura donc globalement que l'hydrolyse d'une mole de pyroxène calcique eh bien, va entraîner la consommation donc d'1 mole de dioxyde de carbone. Donc à chaque fois qu'il y a finalement hydrolyse de minéraux silicatés et calciques, on constate que cette hydrolyse finalement, en prenant en compte la précipitation des carbonates dans les océans, consomme du dioxyde de carbone, ce qui fait que c'est autant de dioxyde de carbone qui est retiré du cycle du carbone, et donc c'est autant de dioxyde de carbone qui est retiré donc de l'atmosphère.
Finalement, au Permo-Carbonifère, il y aura donc une diminution de l'effet de serre. Il faut donc faire intervenir le cycle du carbone, mais il y a combinaison de deux phénomènes. D'une part, le piégeage de carbone organique, et d'autre part, l'érosion de la chaîne hercynienne pendant 50 millions d'années. Le carbone piégé est soustrait du cycle biogéochimique donc du carbone. Quant à l'érosion, c'est une grande quantité de dioxyde de carbone qui est consommée et stockée sous forme de carbonate donc de calcium. Et dans les deux cas, il y a une diminution de la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, et donc une diminution de l'effet de serre, et donc un refroidissement généralisé. Mais à ces deux phénomènes précédents, il faut en rajouter un autre, que l'on observe d'ailleurs actuellement, c'est le phénomène d'albédo. L'albédo, c'est grosso modo la quantité d'énergie réfléchie sur l'énergie incidente. Or, au Permo-Carbonifère, il y a présence de calottes glaciaires. Les calottes glaciaires ont un fort pouvoir réfléchissant, ce qui fait que l'albédo est très fort. Il y a donc une augmentation de la quantité d'énergie réfléchie par la Terre, ce qui entraîne une diminution de la température. Et on observe ici une sorte de rétroaction positive, c'est-à-dire que l'albédo, un fort albédo, va amplifier donc le refroidissement. Donc finalement, c'est la conjonction de trois phénomènes, le piégeage de carbone organique, l'érosion donc de cette chaîne hercynienne, deux phénomènes qui diminuent la quantité de dioxyde de carbone, la teneur en dioxyde de carbone dans l'atmosphère, et à cela, une amplification, ce qu'on appelle des rétroactions positives, puisque un refroidissement important, un refroidissement donc généralisé, entraîne la formation de calottes glaciaires, et ces calottes glaciaires présentant un fort albédo, eh bien, vont amplifier encore donc le refroidissement.